Europe 1 Social Club, 21h, 22h. Frédéric Tadei. Nous sommes ce soir avec Jean-Marie Rouard, avec Calypso Valois et Gilles Babinet, entrepreneur à succès. Vous avez été président du Conseil national du numérique. Vous êtes depuis 2012 notre Digital Champion, c'est-à-dire notre ambassadeur auprès de la Commission européenne sur les enjeux du numérique. Vous avez publié plusieurs livres. Le nouveau s'intitule Transformation digitale, l'avènement des plateformes. C'est chez Le Passeur éditeur. C'est sur les transformations que les entreprises et les institutions d'ailleurs vont devoir effectuer rapidement pour rester dans la course. D'après vous, ça n'est pas une révolution douce, la révolution digitale ou la révolution numérique. C'est pas une adaptation progressive qui est nécessaire, comme certains le pensent. Il s'agit pour vous d'un changement brutal. Les barbares ont commencé leur invasion. Les barbares, ou plutôt les nouveaux barbares, ce sont les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple. Vous rappelez que ces entreprises ont 23 ans de moyenne d'âge et qu'elles pèsent déjà 1740 milliards de dollars en valorisation boursière. Alors on sait que ça peut être très surestimé, les valorisations, mais c'est quand même absolument dingue. Je crois que pour nous, la révolution digitale, c'est le smartphone qu'on a dans la poche, les réseaux sociaux, ce genre de choses. Mais il y a 2 ans de ça, j'étais aux États-Unis et je visitais des grandes startups et je me suis dit, et c'est d'ailleurs l'origine de ce livre, je me suis dit, personne ne comprend ce qui se passe ici. Et vraiment, c'est d'une brutalité et d'une ampleur qui est pas loin d'être ce qu'on pourrait appeler une révolution industrielle et au-delà de ça anthropologique. Et très clairement, c'est quelque chose qui est très incompris ici et qui devrait, je crois, arriver. On est au tout début de cette révolution. L'autre jour, je parlais avec le patron d'une très très grande entreprise qui est General Electric et il me disait comme une boutade, on est très avancé dans la révolution digitale, on est peut-être presque à 10%. General Electric, il faut dire, c'est une entreprise qui a 150 ans. Plus même, peut-être plus. C'est... Comme d'ailleurs la moyenne c'est 110 ans la moyenne d'âge des entreprises de notre CAC 40. 105 je crois. Oui, 105 ans, ce que vous donnez dans votre livre. Alors on a parlé des GAFA, mais il y a les Natu, Netflix, Airbnb, Tesla, Uber, 12 ans de moyenne d'âge, 140 milliards de dollars de valorisation. Il y a les BATX, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, 4 entreprises chinoises, 14 ans de moyenne d'âge, 500 milliards de dollars de valorisation. C'est sûr qu'ils ont intérêt à accélérer chez General Electric s'ils veulent survivre. Ouais, ces entreprises-là, au-delà de la valeur qu'elles ont, ce qui les caractérise, c'est leur vitesse de développement. Elles sont capables de rentrer sur des nouveaux marchés de façon incroyablement rapide. L'exemple, c'est celui d'Amazon. Amazon a annoncé qu'ils allaient rentrer dans le domaine de la vidéo. Et la première année, ils pensent faire 7 milliards de chiffre d'affaires. C'est du jamais vu. Amazon, qui est devenu le premier concurrent de Walmart, la chaîne de 11 000 magasins américaine, qui emploie 2 millions de personnes. Amazon, c'est le premier concurrent de cette entreprise qui, a priori, pouvait penser qu'elle ne serait jamais concurrencée par une entreprise qui, elle, n'a même pas de magasin. Oui, Amazon fait un tiers du chiffre d'affaires de Walmart et vaut très sensiblement plus en bourse et surtout a une croissance incomparablement supérieure. Et je crois que pour la première fois, les gens de Walmart, donc c'est l'équivalent de Carrefour, toutes les grandes chaînes françaises réunies, ils ont admis que ils étaient menacés par Amazon pour la première fois il y a quelques mois. Et ils ont dans la foulée fermé plusieurs centaines de magasins en disant qu'ils n'étaient plus rentables. Et donc ça montre bien que finalement les domaines qu'on croit les plus inattaquables parce qu'ils sont très gros, parce qu'ils sont dans les territoires, parce qu'il y a beaucoup d'employés, sont en réalité facilement désintermédiables. Qui aurait pu penser que la première chaîne hôtelière aujourd'hui, Airbnb, ne posséderait même pas une seule chambre d'hôtel? C'est incroyable. Ou Uber, compagnie de taxi, sans être propriétaire d'aucun taxi, donc une voiture. Et si vous alignez l'âge de l'entreprise, sa valorisation, le très faible nombre souvent de salariés dans les systèmes centraux, vous voyez bien que vous avez des modèles qui sont très très différents de tout ce que l'on connaît. Alors qu'ont-elles en commun toutes ces entreprises que vous appelez plateformes? Alors elles ont beaucoup de choses qui diffèrent, mais elles ont beaucoup en commun également. Ce sont des plateformes. Ça, je crois que c'est la caractéristique commune, c'est-à-dire que au cœur de ces entreprises, vous avez une vélocité de la donnée, des échanges de données qui connectent à la fois dans beaucoup de transparence l'ensemble des salariés, mais également des écosystèmes qui sont à l'extérieur des entreprises. Je crois que j'écoutais l'autre jour une vidéo sur YouTube, quelqu'un de chez Uber qui disait « On est connecté à 7000 différents écosystèmes de données, des systèmes de paiement, des systèmes de cartes, etc. Dans le monde. » Aucune entreprise traditionnelle n'est capable de faire ça. Et c'est ça qui leur fait une très très grande partie de leur force. Donc ce sont des plateformes en ce sens où
au travers de cette transparence de la donnée, elles sont capables de créer une richesse additionnelle que les entreprises traditionnelles ne savent pas faire. Et leurs services, en plus, ne leur rapportent presque rien de façon directe. C'est ce qui paraît toujours mystérieux. On se dit, au fond, c'est des entreprises qui sont valorisées de manière considérable en bourse, mais au fond, quel chiffre d'affaires? Rien. Oui, alors elles ont une capacité de détourner la donnée, c'est très intéressant. C'est-à-dire que globalement, le fait d'être, par exemple, Google et de regarder ce que vous tapez dans un moteur de recherche permet potentiellement d'optimiser la qualité des publicités qu'on va vous présenter. Donc c'est le détournement d'une intention initiale et ça c'est extrêmement fort. C'est la même chose que ce que je vous disais à l'égard de Amazon, le fait qu'ils aient une connaissance très fine de nos comportements d'achat. Quand vous achetez des livres sur Amazon, c'est évidemment une indication extrêmement forte de ce que vous pourriez aimer en tant que film. Alors, ce que vous dites, Gilles Babinet, dans ce livre, c'est que la révolution digitale, la révolution numérique en français, touche tous les secteurs d'activité et risque d'avoir sur l'organisation de nos sociétés un impact encore plus important et en tout cas plus rapide que la révolution industrielle dont on sait aujourd'hui qu'elle a vidé les campagnes, par exemple, et qu'elle a fait que nous vivons aujourd'hui tous dans des villes concentrées. La révolution numérique va changer dans des proportions égales, voire plus grandes, et en tout cas beaucoup plus rapide le monde tel qu'on le connaît. Oui, et je crois que l'inquiétude qu'on peut avoir, c'est que finalement, là où d'habitude le corps politique est là pour nous donner confiance dans l'avenir et tracer une route, entre guillemets, on n'a manifestement pas ça. Parce que finalement, la génération qui est agile à cet égard, c'est une génération millénium, très jeune. Ce sont des gens qui ont moins de 25 ans en général et qui comprennent très bien ces codes d'aplatissement du monde, cette dynamique de la transparence. Et celle qui est au pouvoir, et je crois que les événements politiques nous le montrent d'ailleurs, une génération qui est habituée à l'opacité et qui a des codes qui ne sont pas du tout ceux du monde qui vient. Et donc, on n'a pas de capacité de faire de la projection dans le futur. Je crois qu'un certain nombre de sociétés, dont la société française, créent beaucoup d'inquiétudes à l'égard de ce monde qui vient. On nous parle de la disparition du travail, qui sont probablement des réalités, mais des réalités qu'on peut sans doute affronter de façon positive. Et on n'arrive pas à construire finalement un langage commun et une vision commune qui nous permettent de construire une programmation politique de ce monde. Jean-Marie Roire, vous qui êtes à l'Académie française, vous qui êtes au pouvoir, donc, et qui appartenez à cette époque où on préférait l'opacité, vous les voyez comment, ces jeunes de 20, 25 ans, ceux qu'on appelle les millennials, justement, et qui semblent si différents qu'on les trouve très inquiétants parfois. Oui, c'est vrai qu'il y a un élément de déstabilisation et une remise en cause, mais j'ai l'impression que politiquement, ça s'est manifesté. Ça s'est manifesté par une nouvelle génération et par un homme là, à qui on prête beaucoup de choses, et parce que finalement, il est un peu différent. Vous parlez d'Emmanuel Macron. Je parle de Macron. Il est un peu différent. Il semble justement avoir pris en compte ce que vous évoquiez, alors que les autres hommes politiques, c'est vrai, sont attachés à un rituel, à un jeu qui est ancien et à une certaine opacité. Mais c'est-à-dire, ça a des rentes de situation. Toutes les sociétés ont des rentes de situation et c'est très difficile de remettre en cause ces rentes de situation. Mais vous savez, ça touche tout le monde. Est-ce que la CGT n'a pas des rentes de situation? Est-ce que toutes les organisations, toutes les organisations. Et en même temps, ces rentes de situation, elles sont... Les gens ont besoin de références, de choses habituelles. Moi, j'aime les pays qui réussissent, un peu comme l'Angleterre, à garder une certaine tradition et à être extrêmement inventifs et avec un grand accès aux techniques modernes. Nous balançons tout, ce qui fait que ça fait un désarroi général. C'est-à-dire vous ne retrouvez pas les mêmes autobus. En Angleterre, vous avez les autobus qu'il y avait il y a 80 ans. Nous, en France, on change d'autobus tous les ans. Bon, mais on ferait mieux d'être beaucoup plus performant dans justement cette appréhension, et puis avoir un sens pédagogique plus grand. Parce que ce qui me frappe, moi, c'est à quel point le discours politique est incompréhensible. Et je pensais... Je vois si vous vous souvenez, vous êtes trop jeune, mais hélas, je m'en souviens, c'est le général de Gaulle expliquant l'économie au moment où il était, vous savez, mis en ballotage, répondant à Michel Noir. Il dit, qu'est-ce que c'est le progrès? Eh bien, c'est dans un couple, quelqu'un qui veut acheter une machine à laver. Alors, le mari hésite à acheter une machine à laver, mais la femme voudrait une machine à laver. C'était son cours d'économie. C'était simple, on comprenait. Maintenant, on ne comprend plus rien. Pourquoi est-ce qu'on ne comprend plus rien? Parce que c'est devenu plus compliqué, Gilles Babinet?
Non, je pense que justement, le propre du corps politique, c'est d'essayer de simplifier des choses qui sont compliquées et de donner une direction. Je ne suis pas sûr que ce soit plus compliqué. Mais vous avez l'air Objectivement. de dire que le corps politique ne comprend absolument pas ce qui est en train de se passer. Donc, Moi, quand on j'ai lit votre passé livre- 6 années à essayer d'échanger avec ce corps. Et au-delà de ça, pas que en France. Vous savez, j'ai beaucoup voyagé en Europe en particulier, en Afrique également, un peu aux États-Unis. Bon, aux États-Unis, j'ai probablement moins rencontré le personnel politique, mais c'est quelque chose qui frappe et qui frappe peut-être plus en France encore. Probablement parce que le corps politique est peut-être un peu plus vieux qu'ailleurs, hein, c'est l'OCDE qui nous le dit, c'est cette cécité. Et quand je rencontre un ministre, je me fais toujours la remarque, je me dis, si dans 20 minutes je suis toujours dans l'explication de texte, je perds mon temps. Vous dites qu'il s'agit également d'une révolution anthropologique. C'est justement de cela que l'on va parler dans un instant.